Donc, bonsoir à tous. Comment ça va? Chers finalistes du prix Droits et libertés, chers membres de la commission, mesdames, messieurs, je me présente, je m'appelle Manal Drissi. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir en tant que maîtresse de cérémonie, mais aussi en tant que membre du jury des prix Droits et libertés de cette année. Je commence cette cérémonie en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. On est ici aujourd'hui pour célébrer les finalistes du prix Droits et libertés, un prix que la Commission remet depuis 1988. Fun fact, le prix est plus vieux que moi. Donc, depuis 1988, le prix est remis à des organismes et à des personnes qui défendent les droits de la personne et les droits de la jeunesse au Québec. Au-delà des préjugés, communiquer autrement, c'est le thème choisi cette année. Un petit rappel rapide pour ceux qui utilisent les médias sociaux. Si vous souhaitez faire des tweets ou partager des publications sur Facebook, Instagram, vous pouvez utiliser les hashtags au-delà des préjugés et hashtag PDL 2019 ou mot-clic pour les puristes. J'aimerais maintenant inviter le président de la commission, M. Philippe-André Tessier, à vous présenter un mot d'ouverture. Merci, Manal. Alors, chers finalistes du prix Droits et libertés, chers membres de la commission, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à la 31e cérémonie du prix Droits et libertés, un prix que la commission décerne annuellement pour souligner la Journée internationale des droits de la personne qui a lieu le 10 décembre. Je suis heureux d'être accompagné, je tiens à le souligner, ce soir par l'équipe complète de la présidence, à savoir les deux vice-présidentes de la commission, Mme Myrlande Pierre et Mme Suzanne Harpin, ainsi que de nombreux membres du personnel qui sont dans la salle ici ce soir. Chers collègues, je vous salue. Nous sommes heureux également de vous accueillir au Musée des Beaux-Arts de Montréal, toujours un endroit, c'est la deuxième année où on fait la cérémonie dans ce lieu, c'est toujours un endroit absolument rassembleur, et je tiens à souligner l'inauguration récente de l'aile des arts du tout-monde, qui, à sa façon, nous amène au-delà des préjugés et nous ouvre notre regard artistique. À la veille de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, je souhaite rendre hommage aux 14 femmes assassinées il y a 30 ans, le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique. Un homme armé a tué ces femmes pour la seule et unique raison qu'elles étaient des femmes. Permettez-moi de les nommer. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Aviernik, Barbara Kluznik-Vidayevich, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud et Annie Turcotte. Je vous inviterai maintenant à vous lever pour observer une minute de silence pour nous recueillir et afin de rendre hommage aux victimes de cet attentat anti-féministe. Je vous remercie. Face à la violence motivée par la haine, nous avons le devoir de ne pas oublier et surtout de rester vigilants. La haine n'a pas de place au Québec. Parce que le Québec est avant tout une société d'ouverture et d'inclusion où chaque personne peut y trouver sa place, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle, de son identité de genre,
de son origine, de son handicap, de ses convictions politiques, de sa religion, de sa condition sociale ou de la couleur de sa peau. Un petit rappel du thème qui nous réunit aujourd'hui, la communication pour lutter contre les préjugés, un terme que nous avons choisi après plusieurs consultations. Un thème qui a été décrit comme nécessaire et en phase avec l'actualité, comme le soulignait Manal. Nous vivons à une époque où le recours au discours stigmatisant et discriminatoire est trop souvent banalisé. Et cette banalisation peut parfois se solder par une normalisation de la discrimination et de l'exclusion. D'où l'importance d'enrayer les préjugés à la source avant que ça ne dégénère. Il existe plusieurs initiatives ici au Québec qui tentent justement de lutter contre les généralisations et les préjugés et qui font la promotion du dialogue social et qui nous invitent à changer notre regard envers les personnes et les réalités que nous ne connaissons pas. C'est précisément l'esprit et la finalité qui habitent les 4 finalistes et la mention spéciale que nous célébrons ce soir. Elles proposent tout un discours qui va au-delà des préjugés et elles nous invitent à changer de regard en mettant en avant l'être humain derrière les étiquettes. Chers finalistes, chère mention spéciale, au nom de tous les membres du jury, je voudrais vous féliciter ce soir. Vos efforts et votre engagement ont permis et continuent de permettre à de centaines de personnes, des milliers de personnes, de prendre leur place, d'être inclus et d'être représentés. Ils permettent surtout d'aller au-delà des préjugés et d'établir des ponts qui nous rassemblent. Il n'y a aucun prix qui puisse honorer ce que vous faites au quotidien. Merci pour votre travail, votre engagement et votre détermination. C'est à travers des initiatives comme les vôtres que nous pouvons tous ensemble aspirer à atteindre l'égalité réelle au Québec et s'assurer que chaque personne se sente libre d'être ce qu'elle est et de s'épanouir dans toute sa diversité. Cette année, nous avons atteint un nouveau record. Ah! Il y avait 2 choix, c'était soit un cellulaire ou un verre brisé. Alors, il reste l'option cellulaire s'il y a des intéressés. Cette année, nous avons atteint un nouveau record. Plus de 50 candidatures ont été soumises au jury. Les départager et choisir 4 finalistes n'a pas été une tâche facile, ainsi qu'une mention spéciale. Je souhaite, à ce propos, remercier évidemment toutes les personnes et les organismes qui ont déposé leur candidature pour les prix cette année. Ceci témoigne de la vitalité de notre société, qui est activement impliquée et engagée pour un Québec plus juste et inclusif. Démystifier les préjugés, c'est un travail collectif, mais aussi individuel. Nous devons continuellement remettre en question nos propres perceptions et convictions et faire un pas vers l'autre, essayer de comprendre, de se mettre dans sa peau plutôt que de juger, d'exclure et de s'éloigner. Dernier point et non des moindres, je me dois de remercier évidemment les collègues membres du jury qui sont mobilisés bénévolement autour du prix Droit et Liberté et qui ont donné leur temps, malgré leurs agendas chargés. Manal Drissi, Marjorie Villefranche, Émilie Laliberté, Normand Landry, merci d'avoir fait partie de l'aventure 2019 du prix Droit et Liberté avec nous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Notre prochaine séquence est une création spécialement produite pour notre cérémonie ce soir. Il s'agit d'une nouvelle chronique signée Manal Drissi. Merci de l'applaudir chaleureusement. Manal! Rebonsoir. Bon, là, c'est un peu malaisant. Non, mais c'est parce que j'écoutais l'allocution de M. Tessier, très, très intéressante en passant, excellente allocution. C'est juste que, en vous écoutant, j'ai comme réalisé que j'avais mal compris le thème. Oui, je sais, c'est pas super pratique. C'est parce que je savais que c'était les préjugés, tu sais, au-delà des préjugés, mais je pensais qu'on était pour. Je pensais qu'au-delà des préjugés, c'était comme « get over it », tu sais. OK. Là, vous allez me dire, peut-être tu aurais dû te rendre compte de ça avant, vu que tu étais membre du jury. C'est un bon point. L'affaire, c'est que, bon, ben, je préfère quand même être honnête avec vous, c'est que, tu sais, moi, je prenais position en faveur des préjugés parce que, personnellement, j'ai beaucoup de préjugés. Dans la salle, mettons, levez votre main si vous avez aucun préjugé sur rien, jamais dans la vie. C'est-tu parce que vous avez mal compris aussi? Vous êtes tous hypocrites? OK. Ben, c'est parce que je sais pas pour vous. Moi, ça me fait un peu capoter quand on parle d'abolir tous les je veux dire, certains préjugés, OK, mais pas mes préjugés. Je pense que au final, non seulement on a tous des préjugés, mais je pense qu'on bénéficie aussi des préjugés dans la vie. Maintenant, regardez-moi pas comme ça, là. En ce moment, là,
Parce que vous êtes bien habillé, les gens autour de vous pensent que vous êtes propre. On n'en a aucune idée. L'affaire, c'est que tant que vous bénéficiez de ce préjugé-là, tant qu'on n'a pas de nouvelles informations qui nous amènent à penser autre chose, le préjugé joue en votre faveur. Puis d'ailleurs, c'est tellement un préjugé qu'on dit être habillé propre. Tu sais, c'est pas... bref, c'est pas ça que j'avais préparé. Je m'attendais pas à être contre les préjugés. Mais je me dis juste... Tu sais, si on veut combattre les préjugés, mettons, au quotidien, ça marche comment? Parce qu'au final, les préjugés, c'est des liens qu'on fait entre des choses. Tu sais. Puis idéalement, ces liens-là sont basés sur des informations qui nous permettent de faire des généralisations. Tu sais, admettons, tu rentres dans une salle de cour de justice, puis on te dit « va voir le juge », tu vas pas être comme « excusez, petite question, c'est celui avec les menottes ou celui avec la toge? » Vous le savez, tu sais, c'est un préjugé. C'est parce que je pense que ça serait invivable là, d'avoir comme aucun préjugé dans la vie. Le problème, dans le fond, avec les préjugés, c'est justement qu'on les base sur des informations qui sont pas vraies et sur des propos qui sont haineux c'est parce que c'est ça, c'est pas un fait, c'est un préjugé. Idéalement, il faudrait comme avoir des préjugés, mais il y a deux choses. Premièrement, pas mélanger les préjugés avec les faits. Il y a les préjugés, il y a les faits. Mais deuxièmement, le préjugé, ça devrait toujours venir avec le doute. Parce que justement, c'est pas une information complète, ça permet de te guider. Fait que là, à partir de ça, tu es comme supposé réévaluer tout le temps tes informations. Puis en fait, finalement, ça se peut que ce jour-là, le juge, pour te jouer un tour, il ait passé sa toge au criminel, puis qui a mis les menottes, ça se peut, tu sais, puis tant mieux, parce qu'il faut des gens comme ça qui confrontent nos préjugés. Tu sais, des fois, ça prend comme une députée en coton ouaté pour faire comme « Oh! Là, tu fais comme « Ah, peut-être qu'on investit trop de notre confiance dans l'apparence. » Tu sais, peut-être que c'est ça qu'elle essaie de nous passer comme message, puis que trop de fois, on n'écoute pas le propos, on regarde quelqu'un est bien habillé, bien, ça doit être vrai. Écoute, fait que c'est ça. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends, là, il y a des préjugés. Parce que l'affaire, c'est qu'un préjugé, quand ça arrive à comme s'enraciner dans le tissu social, quand ça arrive à être tissé dans nos échanges, quand ça arrive à être pris pour acquis par tellement de personnes et accepté comme un fait par tellement de personnes, ça peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques sur la vie des gens. Tu sais, les préjugés, ça peut nous empêcher d'avoir un emploi, ça peut nous empêcher d'avoir un logement, ça peut nous empêcher d'avoir... ça peut rendre plus difficile d'avoir accès à des services de base, à des services essentiels, ça peut nous empêcher d'être en sécurité, ça empêche jusqu'à l'empathie de nos concitoyens envers nous, ça peut faire qu'on a de l'aide humanitaire ou pas. Le préjugé, ça va des petites choses du quotidien jusqu'à littéralement une question de vie ou de mort. Et ça, c'est absolument aberrant. Mais pourquoi s'en prendre à mes préjugés, à moi? Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, mes préjugés, c'est genre que les gens en région sont fins, ils aiment les chiens, puis ils font du 4 roues. Tu sais, mes préjugés, c'est genre que les Français sur le plateau plateau Mont-Royal, ben, ils considèrent les manteaux Canada Goose comme un facteur d'intégration. Ça, c'est le genre de préjugés que moi, j'ai. Puis, personnellement, je les trouve cute, mes préjugés. Fait que je ne vois pas nécessairement l'intérêt de m'en prendre à eux. Bref, mes préjugés, mes taxes, Metallica. Heureusement, pour vous, les nombreux candidats cette année sont moins égoïstes et un peu plus éclairés que moi. Et ils nous ont proposé des initiatives qui faisaient front à une multitude de préjugés toxiques et nocifs qui soient basés sur l'appartenance ethnique, sur l'appartenance de genre, sur la classe sociale, le sexe, le poids, le handicap, sur les croyances ou toute autre appartenance ou partie de notre identité qui, encore aujourd'hui, sert trop souvent à nous réduire à l'idée défavorable que quelqu'un se fait de nous. C'est des initiatives qu'on a vues cette année qui sont tellement empreintes d'humanité, et qui reflètent vraiment énormément la volonté des candidats de faire une différence positive dans la société. Et ça a été très difficile pour le jury, je peux vous l'assurer, d'arriver à faire adresser une liste de finalistes parmi une 50aine de candidatures. J'aimerais donc commencer par vous présenter les membres du jury. Le jury reflète une diversité d'approches et de parcours dans la défense des droits. Et je les invite à venir me rejoindre sur la scène.
Donc d'abord, Émilie Laliberté, qui est la lauréate du prix Droits et Libertés et coup de cœur du public de l'édition 2018, donc de l'an dernier. C'est une artiste multidisciplinaire, une militante qui a investi dans ses créations pas seulement un caractère social et politique, mais aussi toutes les sphères propres au milieu de l'art et du domaine public. Depuis 2012, elle développe des initiatives de co-création qui visent la participation citoyenne des communautés marginalisées. L'année dernière, elle a fondé l'organisme Coup d'éclat qui poursuit cette même mission. Elle y coordonne notamment le projet Porte-Voix, un projet de co-création qui est réalisé auprès des jeunes qui sont placés et c'est récipiendaire du prix de 2018. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Je vous présente ensuite Normand Landry, qui est professeur à l'Université de TÉLUQ, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Ses travaux se concentrent entre autres sur l'éducation aux médias, sur la communication et les mouvements sociaux. Il travaille actuellement sur une nouvelle recherche qui vise à étudier les représentations des bénéficiaires de l'aide sociale dans les médias québécois et à déconstruire les préjugés négatifs qu'on leur associe. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Notre très chère Marjorie Villefranche, qui est directrice générale de la Maison d'Haïti. Elle se consacre depuis plus de 30 ans à l'éducation et à la participation citoyenne des populations immigrantes. Elle est impliquée dans les luttes et les mouvements sociaux et féministes. Elle a été membre et organisatrice de la Marche du pain et des roses. Madame Villefranche a été honorée par plusieurs prix, notamment bâtisseuse de la Cité en 2017, personnalité de la semaine, la presse Radio-Canada, en 2012. Elle est également membre de la commission. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Et le cinquième membre, la personne qui a ruiné tout le texte que j'avais préparé en changeant complètement de thème comme ça à la dernière seconde. On est passé d'être pour à être contre les préjugés, j'ai pas trop compris. Donc, le cinquième membre, Philippe-André Tessier, qui est le président de la commission. Et merci beaucoup à vous quatre. On va maintenant vous présenter les 4 initiatives finalistes et la mention spéciale du jury. On les a sélectionnées parmi les 54 candidatures reçues. Elles ont été évaluées selon les critères d'originalité, de démarche en amont et d'impact. Le premier finaliste vous sera présenté par Émilie Laliberté. Je te laisse le micro. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici ce soir pour vous présenter Cuisine ta ville, un événement d'art relationnel créé et réalisé par l'ATSA quand l'art passe à l'action. Il y a un an, comme Manal le disait, j'étais sur cette scène avec l'équipe du projet Porte-Voix pour recevoir le prix Droits et Libertés. À la fin de la cérémonie, on m'avait demandé si je souhaitais dédier mon prix à une personne significative. Et sans hésitation, j'avais choisi de dédier celui-ci à Pierre Allard, cofondateur de l'ATSA, décédé moins de 2 semaines auparavant. Un an plus tard, c'est avec grande fierté que je vous présente cette initiative finaliste. Ce n'est pas un secret pour personne, j'ai un rapport très personnel avec l'ATSA. Leur travail m'inspire depuis près de 20 ans. Excusez, c'est bien intense. Donc, leur travail m'inspire depuis près de 20 ans à me dépasser comme artiste, comme militante, comme citoyenne. Et c'est pourquoi je tenais à vous les présenter ce soir. Réalisant des œuvres dans l'espace public depuis 1998, Annie Roy et Pierre Allard, cofondateurs de l'ATSA, proposent aux citoyennes et aux citoyens des expériences humaines et artistiques fortes. Motivés par le désir d'interpeller la population envers des causes sociales cruciales et préoccupantes, l'ATSA mobilise le propos esthétique et symbolique de l'art pour nous confronter à nos responsabilités individuelles et collectives, et redonner à la place publique sa dimension d'espace ouvert à la rencontre et à la réflexion. À une époque où les discours populaires, médiatiques et politiques mettent en opposition le soi et l'autre,
où un fossé de mythes et de préjugés influence nos perceptions et mine nos rapports sociaux, où la peur pousse à ériger des murs, teinte nos lois et nourrit les discriminations, il me semble essentiel de se bâtir un nous fort, un nous collectif, un nous dans lequel l'ensemble des citoyennes et des citoyens seront inclus, incluses. Pour créer ce nous avons besoin d'espaces de rencontre et de dialogue. Nous avons besoin de déconstruire les préjugés que nous avons individuellement et collectivement sur cet autre. Précisément, plus particulièrement, sur les personnes réfugiées et les personnes immigrantes. C'est ce que Cuisine ta ville propose à travers des expériences multidisciplinaires, des parties de cuisine, des représentations musicales, des rencontres intimistes, des parcours installatifs. Dans un monde où le virtuel devient omniprésent et où les opportunités de rencontres se font de plus en plus rares, les rapprochements humains sont difficiles. Dans le cas de Cuisine ta ville, l'art joue un rôle de catalyseur de liens sociaux en proposant des occasions uniques de se rencontrer, de se parler, de prendre le temps de faire connaissance. En regard du thème de cette année, au-delà des préjugés communiqués autrement, ce qui a retenu l'attention du jury sur la proposition de l'ATSA, c'est cette volonté de revenir aux racines de la communication, au face-à-face. L'implication des principaux acteurs et actrices concernés dans la programmation et l'animation de cet événement a également été soulignée par les jurés. Les personnes immigrantes et réfugiées, ainsi qu'un réseau d'organismes, participent activement à la co-création et à la co-réalisation de ce projet qui anime la place des festivals tous les 2 ans. Cuisine ta ville, c'est plus de 15 000 visiteurs à la rencontre de 180 participantes issus de l'immigration. Au total, 35 pays étaient représentés à l'édition 2019. Cuisine ta ville, c'est aussi 124 bénévoles et 30 partenaires. Bref, Cuisine ta ville, c'est un événement rassembleur qui nous force à voir, au-delà des préjugés, l'humain devant soi. Je vous laisse avec cette courte vidéo avant de laisser la parole à Annie Roy, cofondatrice et directrice générale de l'ATSA. Merci. C'était une expérience assez importante dans ma vie. Et ça m'a rapproché de toutes sortes de cultures, avec tous les participants, de voyager, aller en Guinée ou aller en Afrique pour connaître le pays. Mais je trouvais que j'ai fait beaucoup des amitiés. Ça m'a amené de l'amour vers moi-même, vers les autres. What's going on in Syria? Do you have any idea, or you live in your own bubble? I think, you know, actually it's been really challenging because I had to leave my family behind me, my mom and my five sisters. Alors, Cuisine ta ville, c'est un événement d'art relationnel qui va à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes qui forment le tissu social de Montréal. Et cette rencontre-là, elle se fait sous 3 volets. À la fois le volet, je dirais, party de cuisine, où est-ce que, oui, on cuisine et on parle de sa vie. Le volet conférence et témoignage, où est-ce qu'on va un peu plus en profondeur dans les histoires de vie de chacun. Et tout le volet artistique, qui est vraiment multidisciplinaire. Le projet Cuisine ta ville au niveau humain, ça m'avait amené à remporter la compréhension qu'on est toutes les mêmes. Aussi, moi, j'avais parlé de la grande différence de venir ici sans papier et vouloir étudier et pas pouvoir. Oh, moi, je veux en aller au Canada. Et les gens commencent à dire, ben non, Carlos, vous êtes fou. Toi, tu es non-voyant, tu peux pas y aller comme ça. Mais j'ai pleuré à l'intérieur de moi. C'était dur parce que c'était comme une séparation radicale. Chanter, j'ai l'habitude, mais cuisiner pour un public, ça, c'était quelque chose de différent. C'était bien, j'ai beaucoup aimé
le côté où il fallait partager un bout de sa réalité à d'autres personnes, aussi entendre des histoires de vie d'autres personnes. À la fin de l'histoire, on se rend compte que ces personnes-là, c'est des êtres humains qui valent quelque chose à leur communauté et au reste du monde. Et c'est une différence dont on ne devrait pas avoir peur. Au contraire, c'est ça l'évolution pour moi. Finalement, on était tous des immigrants au départ, là. On est ici sur une terre non cédée. Et on a participé à sa construction et d'autres personnes vont arriver et vont continuer. Donc, ce n'est pas de mettre toutes les choses sur un même pied d'égalité. Il y a quand même des fondements de la société québécoise. Mais à partir de là, je pense qu'il faut construire de la confiance et de la découverte de personnes extraordinaires qui viennent enrichir une culture et non la mettre en péril. Il y a eu un petit quiproquo de « vas-y, vas-y pas ». On va passer au travers. Alors, beaucoup d'émotions aussi parce que Pierre serait tellement ému aujourd'hui, puis fier que Cuisine ta ville ait une si importante reconnaissance d'être parmi les finalistes et que notre projet ATSA persiste et signe. Merci donc à la Commission des droits et libertés de mettre de l'avant ces 4 magnifiques projets et puis de nous avoir choisis parmi eux, puis je suis certaine du pouvoir de sensibilisation de chacun contre les préjugés. Nous sommes donc pour être contre les préjugés. Bien, pour ça, je tiens aussi à remercier évidemment mes enfants, ma famille, les amis. Ça a été une année, je dirais, difficile. Alors, merci de votre soutien. Toute l'équipe ATSA, les équipes ATSA, parce que tout ça, c'est construit dans un sillon de 21 ans d'existence. Notre conseil d'administration, les bénévoles, ceux et celles qui ont cru en la continuité, Conseil des arts, Ville de Montréal, les partenaires privés, les organismes, TCRI, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, les Sœurs de la Providence, nos donateurs individuels. C'est vraiment beaucoup de gens autour qui créent cette architecture qui fait que de grands projets comme ça sont possibles. Le 5 décembre, ça revêt pour moi une date particulière aussi, parce que c'est la date où Pierre et moi, on a commencé à ça, en fait, devant le Musée d'art contemporain, en allant déposer notre banque à bas devant le Musée d'art contemporain, oui, comme je disais. Alors, c'est ça, le 5 décembre, c'est spécial. En janvier 2019, l'année dernière, donc, on n'avait pas la moitié du financement pour le faire et puis le deuil entrant en cause aussi comme source de découragement. Je me demandais si, malgré tous nos efforts, on réussirait à déployer cette merveilleuse édition et à affirmer Cuisine ta ville en tant que biennale à Montréal. Puis c'est en pensant à la résilience dont doivent faire preuve les nouveaux arrivants, qui n'arrivent pas tous par la même porte et avec la même souffrance, mais qui tous quittent pays, famille, travail, dans l'espoir de se refaire une vie, d'apprendre une nouvelle langue, c'est difficile, que la persévérance est devenue une évidence. Alors, le premier des grands merci, c'est pour les nouveaux arrivants à Montréal. Merci de venir vous établir chez nous, d'apprendre le français. Vous êtes des personnes inspirantes, d'un grand courage, compétentes et tellement pleines de vitalité. Merci d'embarquer dans Cuisine ta ville, puis de faire en sorte qu'il y ait des visages derrière les statistiques, de l'humanité derrière les phénomènes plus larges de migration dont nous, les pays riches occidentaux, sommes en bonne partie responsables. Et à cause de ça, il faut se battre contre les populismes et au contraire, comprendre ce dont on est responsable et ouvrir grand les bras et accueillir. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est 43 parties de cuisine, 23 nationalités qui ont participé, 35 témoignages, 26 spectacles d'art vivant et d'art relationnel, 15 longs et courts métrages, 13 expositions, tout ça avec 15 000 personnes qu'on pense qui ont adhéré à ce projet de public qui, je pense, a de l'impact au cœur de la ville. Vous avez donc fait en sorte, tout le monde, que Cuisine ta ville puisse mettre en valeur votre parole directe, un contexte extraordinaire de mise en relation entre les gens de cultures différentes, et c'est notre travail à tous les jours, je pense, de le faire. Montréal est un carrefour de culture et de créativité. On en
On est donc un incroyable incubateur de paix. C'est à nous de la cultiver un peu, beaucoup, passionnément, à tous les jours. Et avec cet événement magique, comme Cuisine ta ville et comme tous les autres beaux projets, bien, je pense que c'est là qu'il faut mettre nos énergies, nos efforts. Fait que merci d'être là pour le féliciter. La suite, bien, je veux finalement aussi profiter de cette tribune pour annoncer que Cuisine ta ville fait des bébés et que grâce au BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal, et au Conseil des arts de Montréal, on pourra offrir aux Montréalais dans 8 arrondissements différents à tout l'été 2020, Cuisine ton quartier. Une version donc en tournée de Cuisine ta ville pour aller un peu partout proche des gens et ramener aussi les découvertes dans le cœur de Montréal en 2021. Donc, cette biennale va faire un effet de pendule d'aller dans les quartiers, de revenir au cœur de Montréal et c'est très important, ça, pour nous. Alors, on vous donne déjà rendez-vous cet été. Si vous voulez suivre les avancées de tout ça, l'encourager, évidemment, donc je vous invite à suivre ça et à vous impliquer. Ce projet, il est pour tous les Montréalais. Profitons aussi du temps des fêtes pour tendre les mains vers les nouveaux arrivants, les faire sentir bienvenus. Certains arrivent tout nouvellement dans le froid. Alors, je pense qu'on a tous un peu d'imagination pour faire quelque chose. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Roy. Pour présenter le prochain finaliste, j'invite Marjorie Villefranche. Alors, bonsoir. Je vous présente l'exposition Fugitif. Une exposition imaginée par l'historien et artiste de hip-hop Aline Ndiaye, alias Webster. L'idée de l'expo est née d'un constat que l'histoire de l'esclavage et de la présence des afrodescendantes au Québec est encore largement méconnue de la population. L'absence de représentation iconographique des communautés noires n'a fait qu'accentuer ce phénomène. En s'attardant sur les avis de recherche d'esclaves en fuite publiés dans les gazettes de Québec et de Montréal du XVIIIe siècle, Webster y a trouvé des descriptions détaillées de personnes qui ont tenté d'échapper à leurs conditions de servitude. Webster a collaboré avec 9 artistes pour montrer cette exposition. Il s'agit de Paul Bordelot, Dimani Mathieu Cassendo, Jeff, M, Malicious, Caroline Soucy, Richard Valrin, Valmo et Amel Zaza. Et je dois dire que parmi ces artistes, il y en a quand même beaucoup qui ont exposé au Centre d'art de la Maison d'Haïti et j'en suis fière. 2 éléments ont incité les membres du jury à choisir cette initiative comme finaliste. Premièrement, l'idée de refaire un portrait du Québec avec la reconnaissance de son passé pluriel et de proposer une nouvelle version de l'histoire et de notre identité collective. Et deuxièmement, l'idée de réhumaniser des personnes décrites hier comme étant des criminels et qui aujourd'hui sont présentées comme des figures de résistance. Ces personnes n'étaient pas des acteurs passifs de leur destin. En s'enfuyant, ils ont pris l'unique moyen à leur disposition pour se rebeller et lutter contre leur assujettissement. En fait, pour défendre leurs droits de vivre, leur droit à la dignité, leur droit d'être libre. En fin de compte, ce sont des défenseurs des droits de la personne. Cette exposition est un document précieux, un patrimoine à découvrir et à partager. Elle vient nous démontrer à quel point il est important de revisiter l'histoire et de l'illustrer, que celle-ci évolue selon l'époque à laquelle elle est écrite, mais aussi et surtout selon les personnes qui l'écrivent. L'histoire n'est pas immuable. Il n'y a jamais une seule version. Merci Webster et merci à toutes et tous les artistes qui ont redonné vie à une partie de notre histoire collective. Je vous invite à découvrir en images l'exposition Fugitif avant de passer le micro à Webster. Il a fallu que je sorte de l'université pour tomber
sur ces informations, comme quoi il y a une présence afrodescendante ici depuis l'époque de Samuel de Champlain. Les esclaves, avant, sont annoncés dans les journaux, mais les esclaves en fuite aussi. L'objectif de cette exposition, c'est de démontrer cette présence afrodescendante ici, mais c'est aussi de démontrer la résistance de ces gens qui étaient considérés comme des biens meubles. Des gens qui sont vendus, qui sont achetés, qui sont donnés, qui sont légués, qui sont échangés. Et donc, d'humaniser ces gens, c'est la raison pour laquelle on les voit si grandes et si grands, afin de pouvoir les réhumaniser. Et un manteau de buffle, donc dans cette couleur-là. Et on dit avec un casque de castor vert. J'ai pensé à cette expo en réfléchissant au manque d'iconographie des personnes afrodescendantes dans notre histoire. Et en réfléchissant, je me suis rappelé que dans les annonces, il y avait ces descriptions. Ce médium aussi de la bande dessinée, pour moi, c'est extrêmement approprié. Ah oui? Parce que ça donne ce côté super-héros, super-héroïne. True. Tu vois? True. Tu vois la personne, tu vois son nom. André, Jacob, Nemo et Cash. Bam! Exact. Tu vois? Ben, bienvenue dans mon studio. Je voulais vraiment qu'on voit une personne qui est fière, qui est bien habillée et qui veut être présentée de cette manière-là. Il faut reconnaître le passé. Il faut reprendre possession de qui on est. Puis c'est ça que je pense que je vais faire pendant tout le long de ma carrière. Puis je suis extrêmement reconnaissante que ça fasse partie d'expositions au musée. Il y a une preuve, enfin, qui est des personnes noires au Québec. Il y a eu de l'esclavage au Québec et qu'on puisse valider, dans le fond, leur expérience. D'un point de vue clairement raciste là, des années 1700, de son africanité. Tu vois? Certaines historiennes, historiens vont connaître cette histoire-là, mais la population en général ne la connaît pas. Donc, c'est un désir de faire le pont entre cette spécialisation et nos consciences et inconsciences collectives. Ainsi, à travers cette expo, à travers des faits véridiques, à travers l'histoire, on permet de mettre de l'avant des personnes afrodescendantes. Et donc, ça peut changer le préjugé comme quoi que notre passé est homogène blanc. Ça peut changer le préjugé comme quoi il n'y a jamais eu d'esclavage ici. Et ça peut changer le préjugé comme quoi les esclaves étaient des esclaves passifs. À partir de là, est-ce que ça suffit à changer les préjugés dans la tête des gens? Ça, c'est les gens qui pourront le dire. Mais pour ma part, ce sont les choses à laquelle je m'attaque à travers ce projet-là. Bonsoir. Écoutez, je suis très fier d'être ici parmi vous et merci à la Commission des droits de la personne d'avoir retenu mon exposition pour le prix Droits et libertés. En fait, tout a été dit déjà dans la vidéo et Mme Villefranche aussi a bien détaillé ce projet. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui s'inscrit dans une démarche historique afin de varier ces initiatives-là. C'est-à-dire que, comme j'ai dit dans la vidéo, il y a des livres qui existent à propos de l'esclavage ici. On pense à Marcel Trudel, on pense à Paul Brown, on pense à Frank Mackay, on pense à Jacques Vigée, le premier maire de Montréal, puis Louis-Hippolyte Lafontaine, qui écrivent de l'esclavage à Canada en 1859. Ça date un peu, là. Mais il y a des œuvres à ce propos. Mais le problème, c'est que ça demeure très spécialisé, entre guillemets. Si on n'est pas passionné par l'histoire, rapidement, ça devient peut-être un peu lourd à lire. Et on doit faire ce dit pont-là entre ces livres, ces œuvres et les étagères sur lesquelles ces livres sont posés, et parfois qui malheureusement accumulent la poussière, et la population en général. Parce que nos référents quant à l'esclavage, ils sont toujours américains. C'est-à-dire, on pense à l'esclavage aux États-Unis, aux champs de coton. On pense au Brésil, on pense aux Antilles.
On pense à présence noire, à militantisme noir, on pense à Martin Luther King, à Rosa Parks. Mais c'est rare qu'on pense à Viola Desmond. Ben maintenant qu'il est dans nos poches, on y pense un peu plus. Là, c'est comme si tout d'un coup, c'était plus proche de nous. Tu sais. Mais on ne pense pas à Alexander Grant. Alexander Grant, le premier militant, activiste, leader noir à Montréal dans les années 1830, qui va donner un sens à cette communauté noire ici à Montréal, dans les années 1830. Mais il n'y a pas de rue Alexander Grant ici, il n'y a pas de statue Alexander Grant. On ne l'a même pas dans nos esprits. Et donc, à travers mes différentes initiatives, que ce soit les conférences, que ce soit les tours guidés, les livres jeunesse, l'exposition, c'est de rendre ces connaissances-là accessibles. Et le pari que j'ai voulu faire, en fait, c'est je me suis dit que en amenant ces informations-là à chaque jour, à chaque moment, à travers chaque initiative, ça pourra peut-être nous aider à changer nos mentalités quant à notre passé, quant à l'image qu'on se fait de notre identité. Surtout à une époque où est-ce qu'on se questionne beaucoup sur notre identité et que malheureusement, il y a un fiel odieux qui est déversé dans l'espace public, à travers certaines chroniqueuses, chroniqueurs, que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux, que ce soit en politique, qui jouent la politique identitaire homogène. Eh bien, pour moi, c'est ma manière de dire non. C'est ma manière de dire c'est pas vrai. Avant même que la ville de Québec soit fondée, il y avait une présence afrodescendante et africaine ici. L'interprète de Samuel de Champlain, Mathieu d'Acosta, était noir. Et ce n'était pas un esclave, c'était un homme libre. Et ce n'était même pas le seul afrodescendant dans l'équipage de Samuel de Champlain. Olivier le Jeune, qui arrive à Québec en 1629, un jeune esclave malgache de 10 ans, et même au-delà de son statut d'esclave, son identité, parce que l'esclavage n'est pas une identité, c'est un statut. Au-delà de ce statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre ici de manière permanente et l'un de nos premiers étudiants de toute notre histoire. Et ce que je me demande comme question, c'est pourquoi est-ce que, ayant étudié en histoire jusqu'à l'université, j'ai jamais vu ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le choix, c'est-à-dire soit de juste m'asseoir ou essayer de contribuer moi-même. On a passé, pour ce qui est de l'histoire afrodescendante et l'histoire de l'esclavage ici, on a passé l'étape de la négation. Parce que quand on nie quelque chose, d'office, on le mentionne. Donc quand on nie quelque chose, on en parle. Et maintenant, on est tout simplement dans le néant. On a complètement oublié cette histoire-là, oublié ces gens, oublié cette pratique aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu réhumaniser ces personnes, qu'on puisse les voir, grandeur humaine, qu'on puisse les regarder dans les yeux et au moins regarder vers le passé puis dire qu'on ne les oubliera plus. Merci. Merci beaucoup, Webster. J'inviterai maintenant Philippe-André Tessier à présenter le troisième finaliste. Bonsoir. Donc, hashtag dénonce la haine, mot-clic dénonce la haine, pardon. Donc, je vous la présente, cette campagne de sensibilisation lancée par la Fondation Émergence à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu chaque année au mois de mai. Cette campagne attire notre attention sur notre tolérance envers les propos haineux en ligne qui sont très souvent alimentés par les préjugés, évidemment. Elle nous encourage à développer notre réflexe collectif de signalement afin d'enrayer la cyber-homophobie et cyber-transphobie. La pièce maîtresse de cette campagne, qui a été filmée, est une expérience sociale où des propos haineux en ligne ont été imprimés sur des affiches grand format et exposés dans l'espace public dans les rues de Montréal. La réaction des passants a été immédiate. La police est arrivée au bout de 20 minutes et en ligne, pourtant, ces propos sont toujours là et ce, depuis nombreuses années.
C'est l'idée de transposer ce qui se passe dans le monde virtuel au monde réel qui a séduit le jury. L'effet choc est immédiat. La violence des messages interpelle immédiatement les passants sur la rue à réagir, et c'est justement l'objectif de la campagne. C'est sûrement un moyen de sensibiliser et de communiquer autrement. Vous pouvez voir ici un exemple de ces messages sur le panneau d'exposition juste derrière vous. Autant le grand public est sensible aux violences visibles dans l'espace public, autant dans le monde virtuel, cette expérience de violence est banalisée, presque acceptée, alors que son expression est la plupart du temps bien plus extrême sur les réseaux sociaux. Et puis, pour dépasser cet élément de sensibilisation, pour aller au-delà, la campagne fait un appel à l'action à travers l'application Pride Flagging. Une fois installée, cette application identifie automatiquement les commentaires haineux, homophobes ou transphobes et simplifie le processus de signalement. Depuis le début de la campagne, des dizaines de propos haineux ont été signalés et enlevés, mais il reste évidemment beaucoup de travail à faire, vous le savez, une responsabilité qui revient à chacun de nous. Je vous laisse avec cette capsule vidéo qui nous présente la campagne en images et je laisserai par la suite la parole à Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Fondation Émergence, c'est un organisme qui lutte contre l'homophobie et la transphobie par des campagnes de sensibilisation grand public. Donc, on vise à lutter contre les discriminations, les préjugés, vraiment en visant à changer les mentalités par des campagnes diffusées au Québec, au Canada et à l'international. Et cette année, notre campagne visait la cyberintimidation à caractère homophobe et transphobe. Il y a tellement de violence en ligne que c'est rendu qu'un jeune sur 5 LGBT considère que c'est normal qu'il y ait des propos homophobes et transphobes en ligne. L'objectif principal qu'on a fait avec l'agence de création Rethink, c'est de faire ressortir le double standard. Donc, il y a des propos en ligne qui sont publiés depuis plusieurs années et qui sont de l'incitation à la haine. Et on banalise, on les accepte, on les tolère. Mais ces mêmes propos-là, si on les sortait dans le monde réel, ils ne seraient pas tolérés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des vrais commentaires haineux, près 500. Ensuite, on en a fait des affiches. On a fait une centaine d'affiches avec des vrais commentaires haineux d'Internet, puis on les a mis sur une palissade, sur 2 palissades d'affichage sauvage à Montréal, un matin, en plein jour. On a laissé ça aller, les gens passaient devant, puis ils réagissaient. On a laissé les afficheurs là. Puis ce qui est arrivé, c'est que ces commentaires-là, il y a 6 automobilistes qui ont appelé la police, puis la police est arrivée en une vingtaine de minutes à peu près. L'idée de faire une expérience sociale avec ça, c'est de confronter les gens à leur laxisme en ligne. La campagne imprimée qu'on a développée cette année pour la Fondation Émergence essaie de reprendre les codes de l'avatar Facebook et de montrer que les personnes sur les médias sociaux peuvent subir de la violence en ligne également. Au-delà de la pièce de communication, de la vidéo qui est un outil de sensibilisation, on a développé Pride Flagging qui est une extension Chrome qui est vraiment un outil qui nous permet de passer à l'action et qui permet aux gens de signaler les messages haineux qui vont en ligne. Si on n'arrive pas à nettoyer tout le web, puis il y a les propos qui restent en ligne, ce qui va arriver, en fait, c'est que les personnes vont les voir, puis ça crée un sentiment d'exclusion, de frustration. Ça peut amener ces personnes-là à vivre de la détresse psychologique et à ne pas vouloir utiliser les réseaux sociaux. Alors que c'est un outil, il faut le rappeler, les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire pour la démocratie. C'est devenu vraiment un moteur de changement social important. Il faut que ça soit inclusif.
Moi, je suis un gars de gang, donc j'aime bien être entouré. Olivia Baker, qui s'occupe des communications, qui est vraiment une artisane principale de la campagne, et Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Donc, un grand merci pour d'être finaliste, et je souligne aussi les autres finalistes. Je salue le CA de la Fondation Émergence ainsi que les gouverneurs présents, Monsieur le Président de la Commission, les vice-présidents ainsi que tous les autres membres de la Commission des droits de la personne. Merci de nous avoir mis comme finalistes, ainsi que les membres du jury, évidemment. Donc, évidemment, j'aime être entouré. Parce qu'en fait, on réalise des choses en équipe. Et on n'aurait certainement pas été capable, avec la petite équipe qu'on est à la Fondation, de réaliser tout ça. Il y a des partenaires qui sont vraiment importants. Donc, je me dois de les nommer. Évidemment, notre commanditaire principal, la Banque nationale, qui ont une équipe d'employés LGBT extrêmement dynamiques, qui sont toujours présents pour nous aider. Rethink, évidemment. Je vous garantis qu'ils ne font pas juste du ping-pong au courant de la journée. C'est vraiment une équipe extrêmement dynamique et impliquée. Publicité sauvage, qui a permis d'utiliser les panneaux. Et on n'avait pas énormément de temps parce que... évidemment, ça a suscité énormément de réactions. Pour ce qui était de la police, je vous le garantis, si vous avez vu la vidéo, la police s'est pointée, c'était pas du tout stagé. Même que la police nous avait dit, on viendra pas, on veut laisser l'expérience aller, mais il y a eu tellement de plaintes qu'en dedans de 20 minutes, la police a été obligée de venir. À quelque part, c'est quand même positif. Je tiens à remercier aussi TOC Communication qui nous a aidé à diffuser la campagne et Claude Guillet, notre graphiste, qui a fait la différentes déclinaisons de la campagne. Je dois dire que c'est une journée assez importante pour nous parce que Laurent McCutcheon, qui est le fondateur de la Fondation Émergence et de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, nous a quittés en juillet dernier. Je suis certain qu'il aurait été extrêmement fier d'avoir au moins cette reconnaissance-là, d'être finaliste. Pour moi, puis pour notre équipe, c'est vraiment déjà une victoire. Et donc, on pense à Laurent, évidemment. Pour ce qui est des réseaux sociaux, comme je disais un peu dans la vidéo, c'est un outil extraordinaire pour la démocratie, mais il faut savoir bien l'utiliser. Ce n'est pas toujours le cas. On remarque qu'avec l'homophobie et la transphobie, il y a une utilisation de ces nouveaux vecteurs de communication-là. Et souvent, les organismes LGBT en défense des droits ne sont pas tout à fait prêts et outillés. Puis je dirais que l'ensemble de la société, en fait, est un peu frappé de plein fouet par l'arrivée des réseaux sociaux. Puis c'est d'ailleurs un truc que j'ai été étonné. La campagne parlait vraiment à tout le monde. C'était pas juste pour les LGBT. D'une certaine manière, tout le monde s'y est retrouvé. Je pense qu'on peut parler des derniers débats concernant les femmes et tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Donc, je terminerai juste en faisant un appel aux autorités pour vraiment développer des plans d'action, prendre en compte maintenant dans la lutte contre l'intimidation, le harcèlement, la question des réseaux sociaux. Et je termine vraiment pour de vrai en remerciant Olivia Baker, Julien Rougerie aussi. Et je fais juste dire que dans la salle, nous avons notre mannequin et à vous de trouver c'est qui qui a été peint en blanc. Merci beaucoup et bonne chance pour les autres finalistes. Merci beaucoup à vous trois. C'est à mon tour de présenter le 4e finaliste pour le prix Droits et Libertés 2019. Ces illustrations et ces affiches ont conquis le cœur de centaines de milliers d'enfants et d'adultes au Québec et partout dans le monde. L'effet Élise Gravel sur les enfants est indéniable. Et là, pour vrai, je pourrais juste arrêter de lire le texte. J'aurais dû juste emmener mon fils de 5 ans, lui donner le micro. J'ai perdu le contrôle personnellement chez moi sur la littérature et tout ce que fait Élise Gravel d'incroyable. Et je pense que si je peux parler, personnellement, on a tous été
touchée par toutes les initiatives, celles évidemment sur la violence en ligne. J'ai parlé plusieurs fois de la violence en ligne que je vivais en tant qu'immigrante, les rencontres des personnes, donc Cuisine ta ville, toutes ces initiatives-là nous touchent. Ce qu'Élise Gravel amenait dans cette discussion-là qu'on avait sur tous ces projets qui sont merveilleux, c'est cette capacité ou cette capacité-là d'arriver à éliminer les préjugés avant même qu'ils naissent dans la tête des enfants. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement précieux. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous d'avoir cette initiative-là de combattre les préjugés, mais on ne se mentira pas, c'est vraiment, vraiment pas facile auprès des adultes. C'est pas facile de défaire des choses qu'on a déjà prises pour acquis ou qu'on a déjà acceptées comme étant réelles. Et c'est cette particularité-là qui nous a séduits. C'est un point commun qui revient dans l'ensemble de son œuvre. C'est le rapport à la différence, que ce soit la différence basée sur le genre, sur l'origine ethnique ou nationale, sur la couleur de la peau, sur la langue, la forme du corps, l'orientation sexuelle, l'expression de son genre. Élise invite les enfants à réellement célébrer la différence, mais aussi à s'aimer et à s'approprier cette différence-là. Elle leur parle des réfugiés, de discrimination, de profilage, de l'histoire des vêtements genrés. Elle leur parle même du voile. Tout y passe, y compris les sujets d'actualité. Et c'est des sujets que parfois nous-mêmes, on hésite à aborder avec nos enfants, qu'on ne sait pas comment aborder, qu'on ne sait pas comment simplifier quelque chose d'aussi complexe. Et elle a ce don pour arriver à communiquer efficacement autant à travers de ses dessins que de ses histoires et de ses textes. Je vous invite à voir une vidéo qui nous présente cette finaliste en images. Et ensuite, je vais laisser la parole à Élise Gravel. Ça a commencé avec une seule affiche, c'était « Les filles peuvent ». Je pense que c'est une affiche où je dis aux filles qu'elles ont le droit d'être en colère, qu'elles ont le droit de se salir. Ça a tout de suite fait le tour du monde, puis tout le monde m'a demandé « Peux-tu en faire une sur les garçons ?» À partir du moment où j'entends quelque chose qui me tracasse ou un sujet que je pense qu'il doit être abordé auprès des enfants, je fais une affiche. Et là, j'en ai apporté d'autres, puis je les ai apportés pour vous les donner. C'est pour la classe. Et ça, c'est « Adopte un glurbe ». Le connaissez-vous? En général, ce qui m'inspire, c'est les sujets pour lesquels j'ai l'impression qu'il manque de ressources pour expliquer certains trucs aux enfants. Par exemple, l'identité de genre, les stéréotypes. Donc, dès que j'ai quelque chose qui se passe dans les médias, je me demande si je peux vulgariser ça, si je suis bien placée pour le faire. J'avais envie d'offrir mon soutien aux enfants qui grandissent pour que la prochaine génération soit plus ouverte, plus inclusive, plus tolérante, plus humaine, en fait. Je trouve que ça se perd, l'ouverture à la différence est en train de se perdre avec ce qui se passe dans le monde, la peur de l'autre. Puis je pense que malheureusement, il est peut-être trop tard pour beaucoup d'adultes, mais pas pour les enfants. Les affiches nous permettent de créer des sujets qui, normalement, là, juste avec des paroles, on n'aurait peut-être pas toutes ces belles discussions avec les élèves. On a le thème de la famille qu'on exploite, donc ce sont des modèles familiaux que les élèves ne voient pas souvent, mais qui sont dans notre société. Alors... Oui, je vais aller avec toi. Je vais tailler mon crayon, OK? Ça sera pas long. C'est aussi vraiment le fun, le dessin, parce que pour rejoindre des enfants, tu peux ajouter de l'émotion, tu peux ajouter des nuances au texte. Il y a aussi, évidemment, l'humour. Je pense que sans humour, tu peux beaucoup moins facilement rejoindre les enfants. C'est aussi dessin, humour, pour moi, c'est une recette gagnante pour amener des messages. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. Je visite des classes d'accueil. Donc, le dessin, encore une fois, super bon contact avec des enfants qui disent pas un mot de ta langue. On peut connecter tout de suite. Just you as a football player.
Ça m'apporte de la fraîcheur puis des nouvelles idées aussi. J'ai utilisé les témoignages d'enfants réfugiés pour mon nouveau livre qui va sortir bientôt. Ça me permet de continuer à travailler quand c'est difficile. Ça, c'est mon dessert. J'aimerais vivre dans un monde où les gens seraient capables de se mettre dans la peau des autres et de comprendre des réalités différentes des leurs pour être plus tolérants, plus ouverts, plus pacifiques et qu'on soit tous mieux les uns avec les autres. Allô les amis. Je suis pas aussi à l'aise à parler aux grandes personnes qu'à parler aux enfants. Je peux pas dessiner devant vous, fait que je vais essayer de faire ça vite. En fait, moi, je travaille toute seule, contrairement à d'autres finalistes qui sont ici. Je les envie. Le fait de travailler tout seul peut être difficile des fois, et c'est pour ça que j'ai choisi pour mon allocution de remercier les inspirations, les gens qui travaillent pour m'inspirer, pour inspirer tous les enfants et tout le monde, en fait, parce que c'est ça qui me pousse personnellement à continuer à faire ce que je fais. En gros, je voudrais commencer par remercier les finalistes, les autres finalistes et tous les autres candidats parce que tous ces gens-là qui travaillent, les artistes engagés, les médias engagés, les chroniqueurs engagés, tout le monde qui essaie de faire passer son message, on s'inspire les uns les autres, on construit les uns avec les autres, ça ne se fait pas tout seul. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qui a été présenté ici, je suis convaincue que ça se fait ensemble. Et je voudrais aussi remercier les gens qui travaillent, je veux dire, professionnellement dans le milieu, les gens qui travaillent pour la commission, par exemple, parce que ça m'arrive souvent, j'ai plein d'amis, moi, qui travaillent soit dans des organismes communautaires, dans l'enseignement, dans l'éducation, et quand je leur dis que je suis émerveillée par ce qu'ils font, qu'ils m'impressionnent, qu'ils m'inspirent, ils sont toujours étonnés, puis ils me disent, mais là, voyons, c'est mon travail, tu sais, je suis payée pour faire ça, tu sais, puis so what? C'est super important que vous fassiez ça, puis c'est pas parce que c'est un travail que c'est un travail facile. Personnellement, j'admire vraiment les gens qui travaillent là-dedans parce que c'est remonter le courant tout le temps, c'est se battre contre des obstacles constamment, puis ça serait super décourageant de faire ce que je fais si les gens qui travaillent là-dedans n'étaient pas là. Et je trouve qu'on devrait tous se donner constamment, collectivement, des tapes dans le dos. Des petites, parce que sinon ça fait mal, mais on devrait tous se supporter les uns les autres. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. Merci à la commission pour nous donner cette belle grosse tape dans le dos, à tout le monde qui a eu sa candidature soumise ici. Et en parlant de personnes inspirantes, je voudrais faire un petit shout-out à mon top 1 de personnes inspirantes au Québec, parce qu'elle est ici, et c'est Manal Drissi. Je l'aime vraiment beaucoup. Je termine en vous disant que j'ai des petits macarons comme ça, bienvenue aux immigrants. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, mais si vous en voulez, puis que vous prenez le rang tranquillement, les mains dans les mains, je vais vous en donner. Merci. Merci, Élise. Donc, on vous a présenté tous les finalistes et vraiment, j'aimerais prendre un moment pour dire à quel point vos initiatives nous ont profondément touchés. J'aimerais donc qu'on donne une bonne main d'applaudissements à tous les finalistes. Donc, dans quelques instants, on va dévoiler le nom du lauréat, mais avant, on va découvrir le choix du public. J'invite donc Myrlande Pierre, qui est la vice-présidente de la commission, responsable du mandat charte, à venir nous présenter le prix Coup de cœur du public. Finalement, ça a changé! Ça sera pas long.
comment être discrète. Hein? On sait que vous voulez bien faire. Que c'est juste pour être gentil. La plupart du temps, vous êtes bien intentionné. Mais des fois... Des fois... Des fois... Ça gosse. Des fois, souvent, on s'adresse à la personne debout avant de s'adresser à moi pour des questions qui me concernent. Et en plus, je réponds à leurs questions, puis ils continuent à répondre à l'accompagnateur. Je suis ici. Pourquoi vous me parlez pas à moi? Je suis capable de vous entendre puis de vous répondre. C'est l'affaire la plus gossante au monde. Des fois, les gens, ils me posent des drôles de questions. Genre, si t'es perdu en forêt puis que t'entends rien de rien, là, bien, les animaux sauvages comme les ours, les lynx, les cougars, name it, bien là, je veux dire, c'est dangereux, c'est un risque à prendre, ils peuvent t'attaquer. What the fuck? Des fois, il y a du monde qui pense que je suis perdu. Puis là, ils me prennent par le bras, ils me demandent pas où est-ce que je vais. Ils devraient me le demander, peut-être qu'on va pas à la même place. Des fois, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que je suis seule alors que je suis parfaitement sobre et j'ai juste un problème d'élocution. Si j'étais seule, ils ne vous appelleraient pas. Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui? Bravo, t'as fini ton assiette, tu vas avoir droit à un dessert. C'est parce que, madame, j'ai 27 ans. Des fois, j'utilise des apps pour rencontrer des personnes. Puis je les informe que je suis sourd. Ah, ben là, ils me bloquent toutes parce que je suis sourd. J'ai l'air d'un monstre ou quoi? Des fois, il y a du monde qui me rencontre, puis tout à coup, ils décident de me parler plus fort. Je suis pas sourd, je suis aveugle. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'avoir compris ce qu'ils viennent de dire alors qu'ils n'ont rien compris. Ça me fait plaisir de répéter jusqu'à temps que vous compreniez. Des fois, quand vous parlez de moi en m'appelant la chaise a besoin de rentrer. Moi, là, je suis pas une chaise. Je suis une personne assise dans une chaise. Des fois, je vais rencontrer une personne qui est entendante et qui m'achale, qui veut apprendre la langue des signes. OK, parfait, je lui montre. Après 4 signes, ah, je suis tanné, désolé, je suis pas capable, trop compliqué. Puis là, la personne s'en va. Des fois, il y a du monde qui me voit sur un quai de métro, qui me voit m'approcher du bord du quai. Il y a toujours des gens qui arrivent derrière moi. « Monsieur, reculez, reculez! » En faisant ça, vous me stressez. Des fois, je sais pas où est-ce que vous allez chercher ça, mais vous pensez que je connais toutes les personnes handicapées. Mon copain est chinois, puis lui, ben, il connaît pas tous les Chinois. Des fois, quand je mets mon manteau, c'est sûr que je mets mon manteau d'une façon un peu particulière. Ben, les gens osent se garrocher sur moi pour le mettre à ma place, alors que je suis très bien capable de le mettre tout seul. Des fois, vous me trouvez tellement inspirante. Mais toi, madame, qui traîne tes 4 livres de sacs d'épicerie, à une journée où est-ce qu'il fait 30 dehors, c'est toi qui es inspirante, madame, pas moi. Des fois, il y a du monde, ils viennent m'aborder, puis là, ils commencent à me parler à quel point je fais pitié. Ils me disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien triste. Comment tu peux être sourd? » Ben regardez-moi, là, j'ai une belle vie. Des fois, quand votre enfant vous pose des questions, au lieu de lui répondre « Non, non, on ne dérange pas la madame, là, elle est malade. » Laissez votre enfant venir me voir. Ils ont le droit d'être curieux. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Même si c'est pour me demander comment je fais pipi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook de RAD. Puis pourquoi pas au compte Instagram? Il paraît qu'il y a des belles photos à voir. Donc oui, j'avais oublié une petite partie, mais quelle belle partie. J'avais oublié de laisser la parole à Normand Landry pour venir présenter la mention spéciale du jury qui est donnée à RAD. Donc le thème du prix cette année... non, ça, c'est ton texte à toi. Hey, ça va pas. Je vis des choses, là. Je suis vraiment émue. Donc, je vais inviter Normand Landry à venir faire son propre texte parce que ça serait dommage que je le fasse à sa place pour venir présenter RAD. Chers amis, le thème du prix cette année vise à souligner le rôle des médias et de tout diffuseur de contenu dans la lutte aux préjugés. Et le jury souhaite, à ce propos, accorder une mention toute spéciale à la candidature de RAD, le laboratoire du journaliste de Radio-Canada. RAD propose du contenu journalistique en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce qui démarque la proposition éditoriale de RAD, c'est d'aller chercher les angles morts de la couverture journalistique et de traiter différents sujets sous forme de dossiers thématiques.
Chaque dossier comprend en moyenne 3 contenus écrits et audiovisuels qui permettent vraiment de se plonger dans le sujet, de l'approfondir, de le regarder sous différents angles. Et ce qui rend les dossiers de RAD si intéressants à suivre, c'est le ton qui est à la fois sérieux et léger, humain et drôle, mais aussi le format, la variété de supports multimédia et vraiment une attention toute particulière au graphisme et à l'image, on vient de le voir. On y retrouve des témoignages, des expérimentations sociales filmées, des reportages terrain, des sondages, des reportages photos, des questions et des réponses qui sont interactives. Dans les dossiers sur les peuples autochtones, sur l'accessibilité et sur le troisième genre, RAD prend le soin de donner la parole aux personnes concernées par le sujet traité et de défaire plusieurs des préjugés qui leur sont associés en choisissant des angles et des formats qui sont novateurs. Et à une époque où les discours discriminatoires ou haineux se multiplient en ligne, les contenus journalistiques de RAD contribuent à lutter contre l'ignorance et la désinformation. Voilà en quelques mots les raisons qui nous ont poussés à accorder la mention spéciale du jury à RAD. Nous avons noté l'originalité de son format et vraiment l'effort de vulgarisation et de présentation de ces dossiers, notamment ceux qui portent sur l'accessibilité, sur le troisième genre et sur les peuples autochtones. J'invite donc Joanne Lapierre, la rédactrice en chef de RAD, à venir recevoir le trophée de la mention spéciale du jury du prix Droit et Liberté. Merci beaucoup à la Commission pour ce fabuleux prix. On est très touchés de le recevoir. En RAD, vous l'avez dit, c'est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. C'est une initiative qui a vu le jour il y a à peu près un peu plus de 2 ans et demi. Puis on s'est fait donner une belle carte blanche par les patrons de Radio-Canada, que je remercie aussi dans la foulée de ce prix-là, parce qu'ils nous ont permis vraiment de faire de l'information réinventée, réimaginée pour des nouveaux médias, pour rejoindre aussi une couche de la population qui est de moins en moins à la télévision et qu'on se doit de rejoindre. Vous avez parlé de vulgarisation, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'expliquer les sujets et je pense que les médias ont un devoir démocratique de vulgariser parce que oui, il y a dans le discours ambiant de la haine, mais il y a aussi de la méconnaissance parfois. Et le rôle éducatif des médias, je pense, est très important. Quand on fait un dossier sur l'accessibilité et qu'on a voulu donner la parole aux gens que vous avez vus dans cette vidéo-là, bien, on essaie d'imaginer un format qui va à la fois accrocher les gens sur les médias sociaux et leur permettre d'en apprendre un petit peu plus sur la réalité des gens. On aurait pu faire un reportage où on va suivre le quotidien de ces gens-là et ils nous expliquent leurs difficultés, mais on essaie toujours de réinventer les formats pour voir comment est-ce qu'on va réussir à accrocher les gens. Vous avez mentionné ce dossier-là qu'on a fait sur l'accessibilité, celui aussi sur les peuples autochtones. Je voulais aussi souligner la présence de la journaliste Isabelle Saint-Pierrois qui avait beaucoup travaillé sur ce projet-là. Et là aussi, on constatait parfois dans nos réunions éditoriales où on convie souvent des gens qui ne sont pas des journalistes dans notre équipe, qui font du design, qui font du développement web. Et on constatait qu'il y avait beaucoup de méconnaissances et on se demandait aussi comment on pouvait intéresser les gens à ça. Donc, on avait décidé de faire, par exemple, un échange entre un jeune autochtone puis un jeune étudiant de cégep. Donc, ils sont allés chacun passer 2-3 jours dans la vie de l'autre pour se rendre compte comment on n'a pas l'occasion de se parler et de communiquer et comment, au fond, on se ressemble beaucoup. Et ces 2 jeunes-là qui étaient au niveau du cégep jouaient au même jeu de société avec leurs amis, faisaient les mêmes activités, mais ne se rencontraient pas dans la vraie vie. Également, dans ce dossier-là, quand on s'interrogeait sur comment on allait expliquer l'histoire des Autochtones, comment on allait répondre aux questions des gens, bien, on a fait appel à notre communauté et on a dit « Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question aux Autochtones? » Et on a fait appel à des gens de la communauté pour venir répondre à ces questions-là dans une vidéo. Et là aussi, je pense que de donner la parole aux gens concernés plutôt que de tenter de l'expliquer nous-mêmes, ça fait toute la différence dans la vidéo. Alors, ce sont des choses qu'on essaie
de faire, bien humblement, dans notre laboratoire de journalisme. Alors, merci beaucoup à tous pour ce prix. On est très touchés. Merci et bravo à l'initiative RAD que j'apprécie beaucoup personnellement. Je suis une grande fan de vulgarisation et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, surtout à une époque où on se retrouve beaucoup dans des silos, dans des chambres d'écho qui fait que c'est très difficile d'être exposé à des nouvelles réalités. Et autant RAD qui utilise les réseaux sociaux et le virtuel pour aborder ces questions-là, autant qu'une initiative comme Fugitif qui va à la rencontre des gens, qui emmène les gens voir une exposition. Donc, il y a un contact beaucoup plus physique, mais ça reste le même travail de vulgarisation, le même travail de prendre de l'information et l'amener au public sans être condescendant, en faisant confiance à l'intelligence des gens et en faisant confiance à leur curiosité. Donc, merci beaucoup, RAD, pour tout ce que vous faites. Dans quelques instants, donc, nous allons dévoiler le nom du lauréat, mais avant le prix du public, parce que le public a pu voter tout au long du mois de novembre pour décider, donc indépendamment du jury, de l'initiative qui lui plaisait le plus. Et j'invite maintenant Myrlande Pierre, qui est la vice-présidente de la commission, à venir présenter le prix Coup de cœur du public. Je vous laisse le micro. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors, juste avant, j'aimerais souligner la présence de deux personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer au cours des dernières années. Donc, on a mené quelques batailles ensemble. Madame Myrna Lashley, présidente de la table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations, et Madame Kerland Mibel, présidente du Forum économique international des Noirs, donc ici présente avec nous. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de participer à ma première, finalement, remise du prix Droits et Libertés, et je félicite d'emblée les 4 finalistes qui font un travail vital, je dirais fondamental, dans la lutte à la discrimination et aux préjugés. L'année dernière, nous avons ajouté une nouvelle catégorie au prix Droits et Libertés, le prix Coup de cœur du public. Alors, cet ajout nous permet de faire participer le grand public et ainsi de faire rayonner les initiatives finalistes. Nous croyons que votre travail gagne à être reconnu, connu pleinement à grande échelle. Du 5 au 29 novembre, plus de 650 personnes ont voté pour choisir le coup de cœur parmi les 4 initiatives finalistes. Une initiative s'est démarquée en fin de parcours et l'initiative gagnante du prix de cœur, du coup de cœur du public est, écoutez, je la prends en même temps que vous. Alors, c'est la campagne Dénonce la haine. Alors, on peut vraiment vous applaudir. Bravo. Venez, venez, venez. Oui, je peux bien. Bon, j'avais prévu un discours là, pendant. Merci énormément. Merci à tous ceux qui ont voté pour notre campagne. Puis je salue encore une fois les autres finalistes. C'est vraiment des projets incroyables qui sont présents, ainsi que tous les autres candidats. J'aimerais dédier ce prix à un ami qui a été un ami militant LGBT qui a été assassiné la semaine dernière en Haïti. Je parle de Charlot Jeudi, qui a été empoisonné malheureusement donc, la semaine dernière. Et je relisais son dernier courriel qu'il m'a envoyé dernièrement qui me disait « Laurent, j'aimerais qu'on fasse une activité ensemble pour le 17 mai. S'il y a moyen que le Québec puisse nous soutenir, mon organisation, pour faire une conférence, une présentation. » Et tout ça pour vous dire que Internet, les réseaux sociaux, c'est un moyen
de s'organiser surtout dans les pays où l'homosexualité est criminalisée, pénalisée. Mais en même temps, c'est un moyen d'échange qui peut devenir extrêmement dangereux pour ces personnes-là. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Des sites web qui sont fermés par le gouvernement, des courriels qui sont traqués par les gouvernements, et j'en passe. Donc, à la fois, c'est toujours la même chose. C'est un outil incroyable pour s'organiser, mais qui peut être extrêmement dangereux. Avec le big data, aujourd'hui, les compagnies peuvent savoir pratiquement qui sont les personnes gays en fonction de leurs achats, dans quel magasin, dans quel lieu, dans quel quartier. Donc, on est confronté à ces enjeux-là aujourd'hui et on n'est nullement préparé. Et en tout cas, moi et mon équipe, on tente de mettre de l'avant le plus possible ces enjeux-là. Donc, je termine. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Félicitations aux gagnants du prix du public. Donc, le moment tant attendu est là. J'invite maintenant Mme Suzanne Harpin, la vice-présidente de la commission responsable du mandat jeunesse, à venir présenter le prix Droits et libertés 2019. Oh! On me l'a donné. Ça fait 48 heures que je tente de soudoyer plusieurs personnes pour... Elle est là. Alors, je suis aussi très heureuse de participer à ma première remise de prix Droits et libertés. Mon mandat à la Commission concerne la protection et la promotion des droits des enfants et des jeunes. En cette année, pour la Journée internationale des droits de la personne, le Secrétariat général des Nations unies a choisi de rendre hommage au rôle que jouent les jeunes dans la réalisation de leurs droits. Des jeunes qui se mobilisent partout dans le monde pour le climat, pour l'égalité et la justice sociale. Ces jeunes sont une source d'inspiration collective et certainement une motivation pour nous, la Commission, de travailler avec vigueur à défendre leurs droits. Nos finalistes sont également une grande source d'inspiration pour la Commission et pour vous toutes et tous rassemblés ici ce soir. Sans plus tarder, là, j'étais censée dire roulement de tambour, mais ça va être musique. Je vais dévoiler le nom de l'initiative gagnante. Yes. Et le prix est remis à les illustrations d'Élise Gravel. Bravo! C'est votre nom et voici votre... C'est très lourd. Prenez-le à deux mains. Je suis sérieuse. Je vous mets ici. Félicitations. Continuez parce que je ne sais pas quoi dire. Allez-y. Je n'avais pas prévu d'autres discours non plus. Fait qu'applaudissez. Et je ne savais pas non plus qu'on pouvait dédier un prix. J'en profite, là, mon shout-out a déjà été fait, mais je vais dédier le prix à Manal Drissi. Hein? Sérieux, t'es mon idole, pour vrai. C'est tout. Je suis un petit peu émue. Merci.
Félicitations, Élise, c'est bien mérité. Félicitations aussi à tous les finalistes, à tous les candidats, à tous les gens qui ont envoyé leur candidature cette année. J'invite dès maintenant tous les finalistes et les lauréats à se rendre à l'entrée de la salle pour recevoir leur trophée et pour la prise des photos. Donc, vous pouvez y aller. Et pendant que vous y allez, on va vous applaudir une chaude main d'applaudissements pour les finalistes. Non, mais si vous n'êtes pas finaliste, vous pouvez rester, je vais encore vous parler. Vous n'êtes pas débarrassé de moi tout de suite. Avant qu'on se quitte, je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de la soirée, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le service de communication, la commission et bien sûr les bénévoles qui sont ici ce soir. Il y a des bouchées et des boissons qui vont vous être servis sous peu. On vous invite donc à rester et à échanger avec les gens et aussi à féliciter les lauréats et les finalistes. Finalement, j'aimerais vous annoncer que le musée nous offre l'accès gratuit à leur nouvelle ère des arts du tout monde, qui est inaugurée depuis le mois dernier. Une aile où s'établit un véritable dialogue entre les œuvres d'hier et d'aujourd'hui, entre les œuvres d'ici et d'ailleurs. C'est un espace qui se trouve au 4e étage et qui sera ouvert de 20h à 21h pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci. Bonne soirée.